Il y a plus de 2000 ans, les steppes d'Asie centrale résonnaient du galop de cavaliers nomades réputés sanguinaires, les Scythes. Ni ville ni palais. Les Scythes n'ont laissé que leurs tombes, des tumulus de pierre appelés kurganes dans lesquels ils reposent avec leurs trésors. Barbares qui hantent les légendes ou orfèvres d'exception. Qui sont ces guerriers redoutés? Quel secret cache encore le tombeau de ce mystérieux prince dont les scientifiques sont venus traquer le destin? Comment est-il mort? Quelle fut son histoire? Que vont révéler ces restes sur la saga des seigneurs de la steppe? Avant notre ère, aux confins d'un monde sédentaire, dominé par les Grecs, les Perses et les Chinois, s'étend le royaume scythe. Du Danube au fleuve jaune, entre l'Occident et l'Orient. Aujourd'hui, les chercheurs sont partis sur les traces de cette civilisation à l'est du Kazakhstan, au pied des montagnes glacées de l'Altaï. Dans cette vallée de la Bourtarma, à 1200 mètres d'altitude, l'équipe a planté son campement, vivant à l'image des cavaliers nomades dont ils sont venus explorer la mémoire. Daniel, садись чай пить. Une quarantaine de chercheurs français, italiens et kazakhs sont mobilisés ici depuis 2 mois. Les 2 chefs de mission, Henri-Paul Francfort, chercheur au CNRS, et Zainoullah Samachev, de l'Institut d'archéologie du Kazakhstan, préparent cette expédition depuis 4 ans. Ensemble, ils ont arpenté toute la vallée avant de choisir la tombe située à l'endroit le plus froid. Pour la première fois, cette région connue des archéologues depuis plus d'1 siècle va faire l'objet d'une enquête scientifique. Tandis que les ouvriers continuent de déblayer la périphérie du Kourgan, sous leur tente, les scientifiques préparent l'ouverture du sarcophage et la rencontre, tant attendue, avec son occupant. Aujourd'hui est une journée décisive. Ensuite, alors à quel moment ça on ne sait pas, interviennent les pillards qui ouvrent dans le Kourgan, bon, en profil ça donne ça, élévation des murs, donc 2 autres niveaux de plan. Le pari d'Henri-Paul Francfort est que les terres gelées de l'Altaï ont conservé le corps de celui qui fut un prince, et que les pilleurs l'ont épargné. Au volume, à l'importance du Kourgan. Voilà en gros le schéma. La présence du mort est tout à fait capitale et c'est un des objectifs essentiels de toute recherche et de toute fouille de tombes gelées, dans la mesure où à l'heure actuelle, nous pouvons, grâce aux analyses en laboratoire, nous rendre compte de certaines de ces pratiques rituelles à cette époque-là. Sous le Kourgan déblayé de son toit de pierre, la terre est propice aux fouilles. Elle poursuit son dégel depuis 2 mois, mais l'été approche. Henri-Paul Francfort espère qu'il ne s'est pas trompé. Le corps, s'il est encore là, ne supporterait pas une température supérieure à 6 degrés centigrades. Il y a des traces de pillage dans la chambre et le sarcophage est éventré. Sur toute sa longueur. Protégée avec de la cellophane, la pièce de bois qui recouvre la tombe est retirée d'un seul bloc, pour ne pas abîmer sa structure d'origine. Aucun élément ne doit échapper à la collecte. Les effractions des pilleurs ont laissé l'eau s'infiltrer. Le contenu du sarcophage n'est plus qu'un monceau de boue. Sensibles à la chaleur, à l'humidité, les fragiles indices biologiques ont-ils résisté au saccage? Habitué aux fouilles de tombes, Eric, l'anthropologue, est sceptique. On ne peut pas savoir parce qu'il y a une ouverture latérale qui est très grande et qui pourrait correspondre à la sortie d'un corps. Donc c'est un des éléments un peu alarmants, dirons-nous. Et c'est vrai que vu l'ampleur du pillage,
On peut se demander s'ils n'ont pas été tentés carrément de sortir le corps et de le détrousser à l'extérieur. Ici reconstitué, l'immense Kourgan de 25 mètres de diamètre protégeait la chambre funéraire creusée à 6 mètres sous la steppe. Étape après étape, les scientifiques suivent la progression des pilleurs. Dans le tumulus de pierre, les brigands ont d'abord creusé un tunnel assez large pour éviter un éboulement. Arrivés dans la fosse elle-même, après sans doute plusieurs jours de travail, ils se sont frayés un passage entre les corps de plusieurs chevaux sacrifiés. Puis ils ont attaqué à la masse la paroi et le toit de la chambre mortuaire. La voie était enfin libre pour violer la sépulture et dépouiller le cadavre de son or. Les grands Kourgans furent la proie de pillages systématiques. Des milliers d'objets d'une inestimable valeur ont disparu. Les cavaliers scythes n'écrivaient pas. Ainsi, les récits recueillis par l'historien grec Hérodote, 4 siècles avant Jésus-Christ, sont la source principale des chercheurs aujourd'hui. Une vision parcellaire qui reflète sans doute mal la réalité des peuples nomades. En particulier celle des Sakas, une tribu scythe à laquelle appartient le prince de l'Altaï. Les Scythes ou les Sakas et les populations apparentées ont représenté en quelque sorte le modèle de l'étranger, de l'autre, celui qui ne vivait pas comme eux, qui ne vivait pas comme nous, c'est-à-dire qui était censé ne pas posséder de maison, ne pas posséder de terre, qui élevait des animaux mais ne pratiquait pas l'agriculture et dont les mœurs étaient considérées comme d'une barbarie extrême. L'enquête de l'Altaï vise à établir des faits, non des légendes. Dans ce Kourgan, les chercheurs espèrent trouver des pièces qui manquent au puzzle inachevé de la culture scythe. Sous la direction d'Éric, la fouille du sarcophage a commencé. Donc là, on a de l'écorce, ici on a du bois. Au bruit du pinceau, on les reconnaît. Ce sont soit des cheveux, soit de la crinière de cheval. Comme ça, il n'est pas du tout évident de faire la différence quand c'est très abîmé. Les traces tangibles d'une présence faite de chair et d'os se multiplient. Ça, c'est un magma de tissu, feutre, poil, d'alliage cuivreux. Qu'est-ce que ça J'ai peut être? l'impression que c'est toutes les enveloppes qui entouraient le corps qui ont été ouvertes, arrachées et poussées. C'est pour ça que c'est plaqué au fond. Ce jour-là, pourtant, à un soleil sans voile succèdent soudain les nuages, le vent et la pluie. La météo de juin dans l'Altaï est capricieuse. Ce n'est certes pas le premier orage en 2000 ans, mais celui-ci s'abat sur une tombe gelée aux entrailles désormais exposées au ciel et au vent. Ce que le gel a conservé pendant plus de 20 siècles, l'humidité et la chaleur pourraient le détruire rapidement. Si la température monte, la chair des chevaux va se décomposer et dégager une odeur putride. Les restes des animaux sont là, cachés sous un drap d'écorce de bouleau, entassés, déformés, mêlés en une funèbre communion. Jorge, le restaurateur, ose à peine y croire. Des objets uniques, vestiges de l'Arsaka, miraculeusement conservés par la terre gelée de l'Altaï. Et on dirait qu'il y a quelque chose dans la bouche, je sais pas. C'est en 2 fragments. Ça, c'est très fragile, hein. C'est comme de l'éponge. Voilà, et normalement ça doit recoller, hein. On va... Voilà, c'est ça.
Certains des objets ont même conservé la feuille d'or qui le recouvrait à l'origine. Vas-y. C'est une série de pendeloques qui sont autour d'un crâne d'un cheval. C'est des petits félins dorés. Et on voit bien la peau du cheval. Hein. C'est un cheval avec des poils beiges. Visiblement, cette partie de la tombe a échappé au pillard. Les pièces sont intactes, encore en place sur les corps. Quand l'équipe réalise l'ampleur de sa découverte, Vas-y. la nuit est presque tombée. Je sais pas s'il fait partie de l'objet, mais... Non, c'est vraiment... C'est complètement... Les objets qui devaient orner les harnachements des chevaux lors de leur immolation commencent à révéler la scène qui s'est jouée ici, Voilà, ça vient. il y a plus de 2000 ans. Voilà. Ok. Ah bah là, ça se décolle. Ouais, c'était cassé. Ça se décolle. La fouille se prolongera tard dans la nuit, car les pièces craignent l'air libre et doivent être prélevées immédiatement. Voilà. C'est parfait. Parfait. Gros soupir, Mr. Crime. Voilà. Il faut concilier les impératifs de la biologie avec les lenteurs de l'archéologie. La vie des chercheurs se partage entre le campement, la tombe et le ciel, à la manière des nomades de jadis. S'éveiller au trot des chevaux qui tous les matins ramènent les ouvriers au chantier. Se fondre chaque jour davantage dans la beauté de la steppe et la quête de la vérité. « 7 heures du matin, le soleil de juin est déjà haut. Tandis que se poursuit la fouille, les restaurateurs doivent consigner chaque élément qui sera étudié plus tard en laboratoire, dessiner les objets prélevés la veille. De la qualité des travaux sur place dépendra celle des analyses ultérieures. Déjà, de cette observation renaît tout le talent d'artiste des Sakas. Loin du bruit et de la fureur de leur légendaire barbarie. Le nettoyage des pièces montre un univers complexe, d'une grande finesse, peuplé de figures étranges. Les chercheurs découvrent un sens au harnachement des chevaux qui se recompose ici sur la table de restauration. Le harnachement des chevaux est quelque chose d'absolument essentiel pour la compréhension de ces sociétés, de leur fonctionnement, de leur structure. En effet, c'était des éleveurs de chevaux, des cavaliers émérites, c'est parfaitement connu. Les Scythes et les Sakas étaient des peuples cavaliers, de grands éleveurs de chevaux. Les harnachements des chevaux que nous trouvons, comme dans la plupart des régions de l'Altaï, sont des harnachements très très riches. Les selles étaient brodées, des guirlandes de pendeloques en bois soigneusement sculptées et dorées, ornaient toutes les brides, les croupières, etc. Et nous pourrons, grâce à l'étude ensuite en laboratoire et grâce à la disposition de ces éléments de harnachement, reconstituer ce que l'on voit déjà apparaître, ce que l'on soupçonne, c'est-à-dire des thématiques pour chaque cheval. On prend le toin. On a un styron. Le sarcophage, lui, il n'a toujours rien révélé sinon cette grosse planche, tombée du toit de la chambre funéraire et qui témoigne de la violence du pillage. Eric espère encore trouver un corps dans cet amas de boue séchée. Sortir des ténèbres les restes de ce prince Saka et les soumettre aux outils de l'investigation scientifique. Je viens d'arriver sur l'os de l'épaule gauche. Donc il y a bien un Saka dans la tombe et qui avait été repoussé par les pillards et caché. Соскоб прямо вместе с почвой совсем. L'équipe ne doit rien altérer de ces fragiles ossements restés par chance à leur place d'origine. Gardez la tête froide devant le vertige de la découverte.
Progressivement, le squelette émerge des profondeurs de la terre, tout entier, totalement dépouillé de son or, mais sans prix pour les chercheurs. Ici, on voit bien donc cette appuie-tête qui était peut-être recouvert de tissu au départ. Oui, oui, oui. Et en fait, la tête n'est plus sur l'appui-tête. Oui. Soit les pillards, soit au cours de la décomposition du cadavre, on voit que le crâne a glissé. Oui, oui, oui. Alors, à quoi il ressemblait? On a quelques poils ici qui nous évoquent de la moustache. Donc là, on voit parfaitement le reste de natte. Alors, il s'agit d'une coiffure assez complexe, serrée dans des éléments en cuir. Bon, on va prélever ce tissu qui est là-haut. Vous mettez un petit plastique de protection. Qui était donc ce prince de l'Altaï et jusqu'où s'étendait sa renommée? Ses périples durent le mener très loin de cette vallée où il fut inhumé. La nécropole princière de la Bourtarma compte une quinzaine de sépultures. Avec ses chevaux ornés, le prince reposait dans le plus grand des kourganes. Preuve de l'importance du personnage. Le kourgan a maintenant révélé un sacrifice massif de chevaux. Les chercheurs ont dénombré 13 animaux, tous richement harnachés. Ces pendeloques tout juste déterrés évoquent la présence d'une selle. Tu as vu ici une sorte de cercle avec un œil au milieu. C'est quoi Les chercheurs soupçonnaient l'avance considérable des cavaliers de la steppe sur leurs contemporains sédentaires en matière d'équitation, mais cette fois se révèlent les origines mêmes de l'art équestre. Il y en a d'autres qui sont rouges, je ne vois pas bien. Là et ici, c'est tout. Il s'agit probablement de l'une des plus anciennes, des premières selles trouvées au monde, c'est-à-dire de véritables selles avec des arceaux, un pommeau, un trousquin à l'avant, à l'arrière, un rembourrage, des tapis de sel, une ornementation. Si l'on s'en tient aux références écrites des sources anciennes, les selles n'apparaîtraient guère qu'avant les alentours de notre ère, c'est-à-dire beaucoup plus tard. Et dans le monde classique, par exemple, à la même époque, on n'a pas du tout de selle. On monte à cru ou avec simplement un tapis. Donc ces améliorations du confort et de l'équitation sont dues au peuple de la steppe. Tous les soirs, les ouvriers kazakhs quittent le campement de la Bourtarma pour regagner leur village proche. Ce qu'ils ont appris aujourd'hui de leurs ancêtres nomades, peut-être le raconteront-ils tout à l'heure à leurs enfants. Domestiqué pour la première fois dans ces prairies il y a 4000 ans, le cheval occupe une place centrale dans la vie des steppes. Les Scythes ont appris à maîtriser cet animal fougueux, les poussant à explorer des territoires toujours plus lointains. Le cheval en fit aussi de redoutables guerriers, au point d'être recruté par les armées perses et grecques et d'inspirer la cavalerie chinoise. Depuis les origines du nomadisme, le cheval reste la plus belle conquête de l'homme. Il figure sur les plus anciennes représentations rupestres du Kazakhstan. Certains des pétroglyphes évoquent aussi d'étranges créatures, montées comme des chevaux mais arborant de grandes cornes à la façon des bouquetins. Ce curieux métissage trouve tout à coup dans la tombe du prince une nouvelle dimension. Attenant au crâne du cheval, cette corne postiche en bois sculptée et ornée de feuilles d'or a été retrouvée par les chercheurs. Serait-ce là le vestige d'une religion tournée vers la nature et non vers un cortège de dieux, à la manière des anciens Grecs? Il semblerait bien que nous soyons en présence de rites et d'une pensée, du passage dans l'autre monde, monde de la mort, monde surnaturel de l'au-delà, par l'intermédiaire d'un animal, mais qui devait être un animal sauvage.
Et la meilleure façon d'avoir une monture sauvage, sans tenter de domestiquer ou de monter un bouquetin, un élan, etc., la meilleure façon est de rendre sauvage de façon factice, de façon rituelle, mythique, un cheval. Il serait mieux en montant là-dessus. Hein. Pas question de fouiller les carcasses gelées des chevaux sur place pour en extraire les parures. Elles risqueraient de se dégrader sous le réchauffement. Alors les scientifiques ont mis au point une nouvelle méthode de fouille, une technique appelée fouille en bloc gelé. Attention! Attention, on sort de la cale. Il leur faudra découper une quarantaine de blocs pour remonter les 13 chevaux. Identifiés, répertoriés, emballés, ils seront mis dans un camion réfrigéré pour ne pas briser la chaîne du froid. Tous les éléments de la sépulture doivent être conservés dans l'état où ils ont été trouvés. Grâce au gel, les archéologues auront le temps de faire les analyses qui répondront aux questions encore soulevées par cette tombe. Henri-Paul, il y en a deux. Deux? Deux cadavres. Mais on voit quoi du deuxième? Je sais pas. Eric, affirmatif. Il faut s'assurer qu'il y en a bien deux, c'est la première chose. Ensuite, voir de quel sexe ils sont. Voir s'ils ont été inhumés en même temps. Je pense qu'on ne verra pas encore grand-chose du deuxième. Mais la confirmation, c'est déjà quelque chose d'absolument extraordinaire. En tout cas, c'est très important. En fait, là, on a un sujet avec une jambe ici, avec une rotule ici, Oui, et une autre rotule là. oui. Et or là-bas, on a un autre pied, qui de toute évidence ne correspond sûrement pas au pied de ce sujet. Ensuite, on a une main qui est là-bas au-dessus de la face. Oui, oui, On en a une autre là, oui. et on en a une autre qui apparaît dans ce secteur-là. Il semble bien qu'on ait un cadavre là-bas, Repoussé. et un autre peut-être sur le côté ici. Pour l'instant, c'est ce qui semble le plus probable. Tu sais pas aussi. Donc on avance un peu à tâtons. Oui, oui, Le oui. scénario sera plus complexe. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a au départ? Bon, enfin. Les chercheurs connaissent déjà cette pratique funéraire de double inhumation. Mais que signifie celle-ci? En fait, j'ai loupé, je pense. Donc l'autre, il est là. En observant la position des deux squelettes et les couches de terre qui les séparent, Eric remonte la chronologie des événements. Le deuxième corps a été inhumé après le pillage. Son squelette est très abîmé. Mais l'examen du bassin révèle qu'il s'agit d'une femme. Un autre kurgan de l'Altaï, découvert en 1992, contenait lui aussi les restes d'une femme. Elle était tatouée comme les vieux chefs scythes décrits par Hérodote, signe d'un statut beaucoup plus important que celui des princesses sédentaires cloîtrées dans leur palais. Guerrière, prêtresse, reine, qui est cette intruse venue rejoindre le prince pour un éternel sommeil? Le prince, lui, plutôt bien préservé, sera étudié en laboratoire. Les chercheurs pensent n'avoir laissé aucun vestige. Dans le convoi réfrigéré, ils emporteront leurs fragiles indices pour un ultime voyage, loin des terres de l'Altaï. La seconde étape de la mission permettra d'analyser les restes des chevaux harnachés, du prince et de la mystérieuse inconnue. Le froid et les brumes se seront alors emparés du paysage, dressant le décor d'un monde peuplé de griffons et de chevaux cornus. Un monde qui inspira aux Grecs leur légende. Ulysse cherchant les portes de l'enfer, ou Jason poursuivant la toison d'or d'un bélier volant escorté de dragons. Quelques 2000 ans après, un silence blanc posé sur la steppe, le destin d'un prince va guider les scientifiques sur les traces de son histoire. Une partie de l'enquête doit se poursuivre dans les faubourgs d'Almaty, la capitale du Kazakhstan,
dans un des laboratoires de l'Institut national d'archéologie. Le lieu est assez grand pour accueillir toute l'équipe. Et il a été spécialement aménagé pour conserver et étudier les vestiges ramenés de l'Altaï l'été dernier. Sébastien est archéozoologue. Depuis une semaine, il tente de démêler les restes des animaux éparpillés entre les blocs gelés découpés dans la tombe. Cette tête d'os, ça, c'est ce qui venait là. Ça, c'est ce qui venait là. Vous avez vu, d'ailleurs, on voit les vertèbres qui sont décalées. Donc en fait, on est sur le côté. Ce bloc, par exemple, contient les morceaux de plusieurs chevaux. Il faut que chacun soit identifié avant de pouvoir prélever les éléments de leur parure. Mais la particularité de celui-là, c'est que le front vient aussi ici. Voilà. Donc en fait, ils sont froids. Oui, d'où la difficulté. Donc, méfiance. À partir de ce puzzle d'ossements, de chair et d'objets, les scientifiques espèrent reconstituer l'organisation globale de la fosse aux chevaux. Ici, il y en a 2. L'heure est à l'étude des animaux eux-mêmes, en particulier de leurs dentitions qui ont fixé l'état biologique des chevaux au moment de leur décès. Après avoir prélevé chaque partie du squelette, nettoyé, examiné et classé les os un à un, les chercheurs peuvent maintenant comparer certains de leurs caractères morphologiques. Patiemment, Sébastien accumule les preuves sur l'aspect des chevaux avant leur sacrifice. Peu à peu, il parvient à dresser une sorte de portrait robot des animaux. Globalement, on sait qu'il s'agit d'animaux environ 1m35, 1m40 en garrot, c'est-à-dire très, très proche de ce qu'on a actuellement dans la steppe du nord du Kazakhstan. La totalité des animaux sont des mâles, il s'agit des talons. Et puis, d'autres indices nous montrent aussi, nous permettent de saisir qu'il s'agit de vieux animaux. Les dents et l'analyse de leur usure indiquent clairement qu'il s'agit d'animaux entre 16 et 20 ans. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, puisque croisé au sexe et à la taille, on peut avoir une idée très précise des choix qui ont régi l'abattage des bêtes. Les squelettes des chevaux révéleront qu'ils avaient été montés toute leur vie. Les Sakas choisissaient donc de sacrifier des animaux devenus inutiles, même en l'honneur d'un prince. Importance des chevaux dans l'économie de la steppe et souci de gestion d'un peuple, le constat scientifique est clair. Donc au moment de la cérémonie funéraire, on les abat par un coup qu'on leur donne sur la tête, un coup porté sur le frontal, avec un outil qui est très connu, qui est une espèce de pic, qui fracture l'os et qui abat l'animal sur le cou. Ce que les spécialistes commencent à découvrir, les pétroglyphes du Kazakhstan le racontent depuis des millénaires. Au laboratoire, le moment est venu de découvrir la dépouille princière. Les chercheurs kazakhs sont en nombre pour l'observer, l'étudier et en prélever quelques échantillons. Pour eux, ce personnage est bien plus qu'un sujet d'étude. Il est leur ancêtre, un fondement de leur identité. Un Saka, contemporain de l'homme d'or. L'homme d'or est une figure nationale du Kazakhstan. Pour cette jeune nation, il est un héros de l'Antiquité. Ce guerrier portait un fabuleux costume décoré de centaines d'objets en or sculptés
et dont les thèmes illustrent la richesse de l'art animalier des steppes. Il a été découvert en 1971 près d'Almaty, l'actuelle capitale kazakh, très loin de l'Altaï princier. En comparant les découvertes d'un endroit à l'autre de la steppe, les scientifiques veulent évaluer le rayonnement des peuples scythes. Étrange vision cependant que celle d'une civilisation qui renaît à travers ses morts. Que va révéler l'autopsie du corps sur la vie des Sakas et sur leurs rituels funéraires? Ah, regarde, ici. You can take this part of feather. Yes, yes, we can. Bon, ça, qu'est-ce que c'est? Extraiter? Tels des médecins légistes au chevet d'une mort suspecte, les chercheurs vont tenter de faire parler un sujet décédé il y a plus de 20 siècles en examinant chaque élément de son squelette. Hop. Je t'écoute. On voit que là c'est incisé au niveau du larynx, mais ça il faut penser que c'était remonté. Donc ça veut dire que quand ça s'est passé, la tête était comme ça. Et donc c'est parti comme ça, au fond de la gorge. Puis là ils ont remonté. Donc c'est ouvert là. Et là c'est fracturé. Parce qu'ils appuyaient en même temps sur le sternum, comme ça. On aurait là une trace nouvelle, donc, une pratique d'ouverture pour l'embaumement. Ah oui, parce que là on a une ouverture totale, donc ça peut pas être un coup, parce qu'un coup, on imagine mal un coup qui parte comme ça, très profond, et qui descende jusque là. À un De moment, cette manière-là. Oui. sur un sujet vivant, il va se reculer en même temps. Oui, oui, oui. Mais les chercheurs mettront plusieurs jours pour comprendre les détails précis du rituel. Nous nous sommes aperçus que sur tous les os, il y avait de fines stries, qu'on appelle des stries de décarnisation. Et en fait, ces stries démontrent que non seulement le thorax du sujet a été ouvert, et son abdomen aussi, et que tous les organes ont été retirés, mais qu'en plus, la plupart de ses muscles lui ont été retirés avec certainement un couteau très fin. D'autres stries au niveau des os de la main nous montrent que la peau avait été enlevée. Et il est possible que la peau ait été recousue après. Et nous avons retrouvé effectivement 3 morceaux de ficelle assez fines de part et d'autre de la colonne vertébrale. Déjà observé sur des momies de l'Altaï, le décharnement est une méthode de conservation du corps. Hérodote raconte dans ses histoires comment la dépouille d'un roi scythe est promenée et exhibée d'une tribu à l'autre pendant des mois avant d'être inhumée. Examen du bloc gelé numéro 9 de la fosse aux chevaux. Un amas hétérogène de vestiges d'animaux et de morceaux de parure enfouis dans la chair comme des pépites. Bravo. L'extraction de ces objets exige une délicatesse sans faille. Une pression mal contrôlée des doigts et les pièces de bois pourraient se désagréger. La disposition initiale de chacune des pièces qui formaient la parure des chevaux est soigneusement consignée. Tout comme la position des feuilles d'or qui en épousaient les motifs et qu'il faudra aussi remettre en place sur les parures. Pour ce seul bloc numéro 9, les opérations de prélèvement auront duré une journée entière. Ainsi, les premiers pas de ces animaux dans le monde moderne commencent-ils à tracer l'image des croyances Sakas.
Un fantastique bestiaire où se côtoient animaux réels, figures mythologiques et créatures imaginaires. Comme cette tête de lion cornu. Dans sa représentation de la nature, l'art animalier Saka multiplie les scènes de prédation et témoigne de la violence de leur environnement. Ainsi ce petit sphinx grimaçant qui semble vouloir combattre un univers peuplé d'esprits, terrifiant et violent. Au-delà des thèmes, cet art témoigne aussi d'une volonté de styliser un monde jusqu'à la perfection des formes. Un langage imagé auquel se rattachent sans doute les récits d'une mythologie aujourd'hui disparue. Après 4 jours d'un interrogatoire serré, le squelette démembré du prince de l'Altaï s'apprête à livrer un autre secret. Eric a réussi à reconstituer le crâne. Alors un des éléments les plus intéressants, c'est qu'il semblerait que nous ayons la cause de décès du sujet. Lorsque nous avons prélevé le crâne, nous nous sommes aperçus qu'il avait pris un énorme coup de ce que les médecins légistes appelleraient un objet contondant. Et cet énorme coup est à l'origine de ces plis qu'on peut voir ici, qui montrent la progression de l'ongle de choc. Et on a un biseau ici, très fin, qui montre qu'autour de la lésion, on a essayé de découper l'os finement. C'est une opération qui s'appelle une trépanation. Et effectivement, si le sujet avait un hématome, ça peut l'évacuer. Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'ici on a des traces très fines, mais ici on a quelque chose de beaucoup plus grossier. En fait, ils ont certainement arrêté cette intervention suite au décès du sujet. Une mort à l'image de l'existence que dépeint l'Arcite. Un monde où vivre est un péril permanent. Guerre entre tribus, querelles internes, sacrifices humains. Les Scythes ont choisi de raconter leur quotidien en ciselant l'or, comme pour rendre leur mémoire plus précieuse et plus flamboyante. Hérodote raconte comment le corps de l'ennemi est décapité, scalpé, transformé en trophée. Comment l'on fraternise, en buvant du vin mêlé des 2 sangs. Les jeux de symétrie qui assemblaient le harnachement de l'un des vieux étalons sacrifiés dans l'Altaï sont pratiquement élucidés. Il ne reste plus qu'à régler quelques détails d'ajustement. Enfin, on peut imaginer l'animal tout entier revêtu de ses ornements. Ainsi renaît un cheval bouquetin, ici représenté avec ses postiches, dans toutes les pièces du harnachement, guirlandes de pendeloques, barrettes de mort, sont déclinées sur un même thème. En réalité, tout le cortège était porteur des emblèmes du monde sauvage. Cheval félin, cheval élan, cheval mouflon, cheval griffon. Ce sont bien tous ces animaux réels ou mythiques, issus de l'univers du Saka qui l'escortait pour son ultime voyage vers l'au-delà. Aujourd'hui, le regard des scientifiques élargit l'horizon de notre savoir sur les croyances des Scythes d'Orient. Juste une selle qui est sur la colonne, des objets coulés sur un... Que c'est pas le relevé direct que tu as, toi. Il est pas au... Parce que moi, le relevé direct. Le matériel recueilli l'été dernier dans l'Altaï s'apparente maintenant à un vaste réservoir d'images encore largement inexploré. Voilà, alors moi j'ai simplement... On en a à tête orientée à droite et à gauche. Symétrie, on a donc.
Déchiffrant le style des objets comme des messages codés, Henri-Paul Francfort commence à cerner les liens qu'il pressentait entre ces découvertes et d'autres plus anciennes, situées à des milliers de kilomètres. Cette première pendeloque nous montre une sorte de dragon qui porte d'une part une queue en forme de serpent et d'autre part à l'arrière du crâne, ici le départ d'une corne qui devait s'enrouler. Des motifs totalement caractéristiques de l'art moyen-oriental qui n'ont pu parvenir dans l'Altaï que par la Perse achéménide. Nous trouvons également dans cet art animalier de l'Altaï des félins dont l'inspiration cette fois-ci serait plutôt chinoise. Nous retrouvons une très grande symétrie et l'intérieur de l'oreille qui est représenté par une forme un peu spiralée qui se recoquille à l'intérieur du pavillon et qui est assez proche de certains bronzes des royaumes combattants de la Chine centrale qui, on le sait, ont eu des rapports avec les sites de l'Altaï. Proche de la Chine et de la Perse, l'Altaï nous renvoie à un monde en mouvement, riche de ses relations avec les peuples dits civilisés de l'époque. Mais ces découvertes s'inscrivent peut-être dans la fresque plus large du vaste empire de l'art des steppes. Une florissante communauté artistique que l'on piste de la Mongolie au Danube, de la mer Noire à la Sibérie. Ici, au bord de la Neva, depuis 2 siècles, se recompose peu à peu le grand puzzle de l'art des steppes et des peuples scythes, au musée de l'Ermitage. Henri-Paul Francfort est venu comparer ses découvertes avec les trésors conservés au musée, avec notamment les vestiges issus d'autres kourganes gelées situés dans la vallée de Pazyryk, au nord de l'Altaï. Chevaux sacrifiés, momies préservées par la glace, et de nouveau ces cornes postiches, ornées comme celles qui accompagnaient le prince dans sa tombe. Le chercheur français retrouve ici les empreintes d'un même monde fait de rites et de croyances semblables. Parfaitement conservés, les vestiges de Pazyryk recèlent de véritables trésors comme cette immense tenture de feutre représentant une déesse face à son cavalier en pleine offrande. Ou ce tapis de sel qui révèle tout l'éclat des couleurs d'un monde hanté par les prédations. À l'abri des regards, dans les combles du musée sont conservées d'autres pièces découvertes à Pazyryk. Henri-Paul Francfort avait vu ces pièces dans des livres, mais jamais il ne les avait approchées de près. Jamais il ne les avait effleurées de ses mains. À Saint-Pétersbourg, enfin, se confirme la disposition des ornements sur les vieux étalons sacrifiés et se révèle la cohérence des styles. Ça indique qu'il existait bien ce qu'on avait subodoré, une communauté artistique d'idées dans tout l'Altaï. Ici, nous sommes à Pazyryk à une période qui est plus ancienne, dans des kourganes royaux carrément, cette fois-ci, les nôtres étant des kourganes princiers. Mais on avait des artistes de grande qualité sur des supports équivalents dans l'un et l'autre domaine. Depuis 2 siècles, le musée de l'Ermitage rassemble la mémoire des Scythes. Le tsar Pierre Ier, collectionneur éclairé, ordonna à la population russe de participer au sauvetage de ce trésor. Peu à peu s'est constituée une collection unique d'objets en or massif, rescapés du pillage. Ces pièces, issues de régions éloignées, racontent les liens culturels et artistiques de ces tribus dispersées.
Même représentation de l'armement, des vêtements et d'un quotidien dominé par le combat. Même thème d'animaux fantastiques comme le lion cornu ou le griffon. Même manière de poinçonner, de ciseler, de filigraner, d'incruster le précieux métal. Ces pièces, exceptionnellement sorties de leur vitrine, sont des boucles de ceinture en or massif, découvertes dans les kourganes royaux de Sibérie. Pour Henri-Paul Francfort, la cohérence de ce territoire artistique est claire. Les mêmes scènes de prédation sont représentées sur les boucles de ceinture sibériennes, sur ce fourreau d'épée rescapé des rives de la mer Noire et sur cette plaque de bois sculptée retrouvée dans la tombe du prince Saka. 3 variations sur un même répertoire de styles et de thèmes. Les découvertes de l'archéologue français trouvent ici leur place sur l'immense puzzle de la culture scythe, confirmant l'unité d'un art nomade qui cimente l'Europe et l'Asie en une vaste communauté artistique. Ici, en France, à 8000 km de l'Altaï, les prélèvements réalisés sur la dépouille du prince ont permis de situer sa mort à 294 avant Jésus-Christ. Dans le laboratoire d'anthropologie d'Éric, les recherches de l'Altaï entrent dans un important programme d'études sur l'origine et l'histoire des maladies. Les premières analyses ont révélé la présence de parasites, des ankylostomes, caractéristiques des pays chauds et humides. Ils démontrent que les nomades scythes rayonnaient sur de grandes distances, des centaines, voire des milliers de kilomètres. Cependant, les mêmes parasites ont été découverts dans les restes de la mystérieuse femme inhumée aux côtés du prince. Existerait-il un lien de parenté entre les deux sujets? Donc nous avons effectué des analyses d'ADN qui servent à reconnaître la parenté génétique entre sujets. Et nous nous sommes aperçus qu'il y avait 50% de parenté génétique entre eux, c'est-à-dire la parenté qu'il y a entre une mère et son fils, par exemple, ou entre un père et sa fille. Et en fait, lorsque l'on regarde l'âge au décès de ces deux sujets, c'est-à-dire 40 ans, 30, 40 ans pour l'un, et l'autre 60 ou 70 ans, et le délai écoulé entre les deux inhumations que nous avions fixé à la fouille aux alentours de 15-25 ans, eh bien l'hypothèse la plus probable, c'est que le fils a été inhumé en premier et que 15 à 30 ans plus tard, sa mère, qui à ce moment-là était déjà assez âgée, a été inhumée dans le même tombeau que son fils. Autour de ce kourgan, édifié en l'honneur du prince, se déroula la cérémonie funéraire. Peut-être un moment de transe euphorique durant lequel les guerriers s'enivrèrent des fumées de graines de cannabis jetées sur des pierres chauffées. Une funèbre célébration qui pourrait avoir duré plusieurs semaines et où l'on procéda au sacrifice des animaux. Ici, 13 chevaux harnachés d'or et disposés en 2 couches superposées, la tête tournée vers l'Orient. Un prince paré de ses bijoux, de ses armes et d'autres offrandes qui se sont évanouies entre les mains des pillards. Un enterrement qui fut peut-être commémoré par la suite, des années durant, à travers des sacrifices humains. L'histoire d'une succession de découvertes qui réveille les ombres du passé et nous guide vers de nouvelles interrogations.
sur la grande saga de l'humanité. Il y a plus de 2000 ans, les steppes d'Asie centrale résonnaient du galop de cavaliers nomades réputés sanguinaires, les Scythes. Ni ville ni palais. Les Scythes n'ont laissé que leurs tombes, des tumulus de pierre appelés kurganes dans lesquels ils reposent avec leurs trésors. Barbares qui hantent les légendes ou orfèvres d'exception. Qui sont ces guerriers redoutés? Quel secret cache encore le tombeau de ce mystérieux prince dont les scientifiques sont venus traquer le destin? Comment est-il mort? Quelle fut son histoire? Que vont révéler ces restes sur la saga des seigneurs de la steppe? Avant notre ère, aux confins d'un monde sédentaire, dominé par les Grecs, les Perses et les Chinois, s'étend le royaume scythe, du Danube au fleuve Jaune, entre l'Occident et l'Orient. Aujourd'hui, les chercheurs sont partis sur les traces de cette civilisation à l'est du Kazakhstan, au pied des montagnes glacées de l'Altaï. Dans cette vallée de la Bourtarma, à 1200 mètres d'altitude, l'équipe a planté son campement, vivant à l'image des cavaliers nomades dont ils sont venus explorer la mémoire. Daniel, садись чай пить. Une quarantaine de chercheurs français, italiens et kazakhs sont mobilisés ici depuis 2 mois. Les 2 chefs de mission, Henri-Paul Francfort, chercheur au CNRS, et Zainoullah Samachev, de l'Institut d'archéologie du Kazakhstan, préparent cette expédition depuis 4 ans. Ensemble, ils ont arpenté toute la vallée avant de choisir la tombe située à l'endroit le plus froid. Pour la première fois, cette région connue des archéologues depuis plus d'1 siècle va faire l'objet d'une enquête scientifique. Tandis que les ouvriers continuent de déblayer la périphérie du Kourgan, sous leur tente, les scientifiques préparent l'ouverture du sarcophage et la rencontre, tant attendue, avec son occupant. Aujourd'hui est une journée décisive. Ensuite, alors à quel moment ça on ne sait pas, interviennent les pillards qui ouvrent dans le Kourgan, en profil ça donne ça, élévation des murs, donc 2 autres niveaux de plan. Le pari d'Henri-Paul Francfort est que les terres gelées de l'Altaï ont conservé le corps de celui qui fut un prince.
et que les pilleurs l'ont épargné. Ou volume à l'importance du kurgan. On a en gros le schéma. La présence du mort est tout à fait capitale et c'est un des objectifs essentiels de toute recherche et de toute fouille de tombes gelées, dans la mesure où à l'heure actuelle, nous pouvons, grâce aux analyses en laboratoire, nous rendre compte de certaines de ces pratiques rituelles à cette époque-là. Sous le kurgan déblayé de son toit de pierre, la terre est propice aux fouilles. Elle poursuit son dégel depuis 2 mois, mais l'été approche. Henri-Paul Francfort espère qu'il ne s'est pas trompé. Le corps, s'il est encore là, ne supporterait pas une température supérieure à 6 degrés centigrades. Il y a des traces de pillage dans la chambre et le sarcophage est éventré. Sur toute sa longueur. Protégée avec de la cellophane, la pièce de bois qui recouvre la tombe est retirée d'un seul bloc, pour ne pas abîmer sa structure d'origine. Aucun élément ne doit échapper à la collecte. Les effractions des pilleurs ont laissé l'eau s'infiltrer. Le contenu du sarcophage n'est plus qu'un monceau de boue. Sensibles à la chaleur, à l'humidité, les fragiles indices biologiques ont-ils résisté au saccage? Habitué aux fouilles de tombes, Éric, l'anthropologue, est sceptique. On ne peut pas savoir parce qu'il y a une ouverture latérale qui est très grande et qui pourrait correspondre à la sortie d'un corps. Donc c'est un des éléments un peu alarmants, dirons-nous. Et c'est vrai que vu l'ampleur du pillage, on peut se demander s'ils n'ont pas été tentés carrément de sortir le corps et de le détrousser à l'extérieur. Ici reconstitué, l'immense kurgan de 25 mètres de diamètre protégeait la chambre funéraire creusée à 6 mètres sous la steppe. Étape après étape, les scientifiques suivent la progression des pilleurs. Dans le tumulus de pierre, les brigands ont d'abord creusé un tunnel assez large pour éviter un éboulement. Arrivés dans la fosse elle-même, après sans doute plusieurs jours de travail, ils se sont frayés un passage entre les corps de plusieurs chevaux sacrifiés. Puis ils ont attaqué à la masse la paroi et le toit de la chambre mortuaire. La voie était enfin libre pour violer la sépulture et dépouiller le cadavre de son or. Les grands kurgans furent la proie de pillages systématiques. Des milliers d'objets d'une inestimable valeur ont disparu. Les cavaliers scythes n'écrivaient pas. Ainsi, les récits recueillis par l'historien grec Hérodote, 4 siècles avant Jésus-Christ, sont la source principale des chercheurs aujourd'hui. Une vision parcellaire qui reflète sans doute mal la réalité des peuples nomades. En particulier celle des Sakas, une tribu scythe à laquelle appartient le prince de l'Altaï. Les Scythes ou les Sakas et les populations apparentées ont représenté en quelque sorte le modèle de l'étranger, de l'autre, celui qui ne vivait pas comme eux, qui ne vivait pas comme nous, c'est-à-dire qui était censé ne pas posséder de maison, ne pas posséder de terre, qui élevait des animaux mais ne pratiquait pas l'agriculture et dont les mœurs étaient considérées comme d'une barbarie extrême. L'enquête de l'Altaï vise à établir des faits, non des légendes. Dans ce kurgan, les chercheurs espèrent trouver des pièces qui manquent au puzzle inachevé de la culture scythe. Sous la direction d'Éric, la fouille du sarcophage a commencé. Donc là, on a de l'écorce, ici on a du bois. Au bruit du pinceau, on les reconnaît. Ce sont soit des cheveux, soit de la crinière de cheval. Comme ça, il n'est pas du tout évident de faire la différence quand c'est très abîmé. Les traces tangibles d'une présence faite de chair et d'os se multiplient.
Ça, c'est un magma de tissu, feutre, poil, d'alliage cuivreux. J'ai l'impression que c'est toutes les enveloppes qui entouraient le corps qui ont été ouvertes, arrachées et poussées. C'est pour ça que c'est plaqué au fond. Ce jour-là, pourtant, à un soleil sans voile succèdent soudain les nuages, le vent et la pluie. La météo de juin dans l'Altaï est capricieuse. Ce n'est certes pas le premier orage en 2000 ans, mais celui-ci s'abat sur une tombe gelée aux entrailles désormais exposées au ciel et au vent. Ce que le gel a conservé pendant plus de 20 siècles, l'humidité et la chaleur pourraient le détruire rapidement. Si la température monte, la chair des chevaux va se décomposer et dégager une odeur putride. Les restes des animaux sont là, cachés sous un drap d'écorce de bouleau, entassés, déformés, mêlés en une funèbre communion. Jorge, le restaurateur, ose à peine y croire. Des objets uniques, vestiges de l'Arsaka, miraculeusement conservés par la terre gelée de l'Altaï. Oui, on dirait qu'il y a quelque chose dans la bouche, je sais pas. C'est en 2 fragments. Ça, c'est très fragile, hein. C'est comme de l'éponge. Voilà, et normalement ça doit recoller, hein. On va... Voilà, c'est ça. Certains des objets ont même conservé la feuille d'or qui le recouvrait à l'origine. Vas-y. C'est une série de pendeloques qui sont autour d'un crâne d'un cheval. C'est des petits félins dorés. Et on voit bien la peau du cheval, hein. C'est un cheval avec des poils beiges. Visiblement, cette partie de la tombe a échappé au pillard. Les pièces sont intactes, encore en place sur les corps. Quand l'équipe réalise l'ampleur de sa découverte, la nuit est presque tombée. Je sais pas s'il fait partie de l'objet, mais... Non, c'est vraiment... C'est complètement... Les objets qui devaient orner les harnachements des chevaux lors de leur immolation commencent à révéler la scène qui s'est jouée ici, il y a plus de 2000 ans. Ah bah là, ça se décolle. Ouais, c'était cassé. Ça se décolle. La fouille se prolongera tard dans la nuit, car les pièces craignent l'air libre et doivent être prélevées immédiatement. Voilà. C'est parfait. Parfait. Gros soupir, Mr. Cream. Voilà. Il faut concilier les impératifs de la biologie avec les lenteurs de l'archéologie. La vie des chercheurs se partage entre le campement, la tombe et le ciel, à la manière des nomades de jadis. S'éveiller au trot des chevaux qui tous les matins ramènent les ouvriers au chantier. Se fondre chaque jour davantage dans la beauté de la steppe et la quête de la vérité. « 7 heures du matin, le soleil de juin est déjà haut. Tandis que se poursuit la fouille, les restaurateurs doivent consigner chaque élément qui sera étudié plus tard en laboratoire, dessiner les objets prélevés la veille. De la qualité des travaux sur place dépendra celle des analyses ultérieures. Déjà, de cette observation renaît tout le talent d'artiste des Saka, loin du bruit et de la fureur de leur légendaire barbarie. Le nettoyage des pièces montre un univers complexe, d'une grande finesse, peuplé de figures étranges. Les chercheurs découvrent un sens au harnachement des chevaux qui se recompose ici sur la table de restauration.
harnachement des chevaux est quelque chose d'absolument essentiel pour la compréhension de ces sociétés, de leur fonctionnement, de leur structure. En effet, c'était des éleveurs de chevaux, des cavaliers émérites, c'est parfaitement connu. Les Scythes et les Sakas étaient des peuples cavaliers, de grands éleveurs de chevaux. Les harnachements des chevaux que nous trouvons, comme dans la plupart des régions de l'Altaï, sont des harnachements très très riches. Les selles étaient brodées, des guirlandes de pendeloques en bois soigneusement sculptées et dorées, ornaient toutes les brides, les croupières, etc. Et nous pourrons, grâce à l'étude ensuite en laboratoire et grâce à la disposition de ces éléments de harnachement, reconstituer ce que l'on voit déjà apparaître, ce que l'on soupçonne, c'est-à-dire des thématiques pour chaque cheval. Attends, on le toit. On a un styron. Le sarcophage, lui, il n'a toujours rien révélé sinon cette grosse planche tombée du toit de la chambre funéraire et qui témoigne de la violence du pillage. Eric espère encore trouver un corps dans cet amas de boue séchée. Sortir des ténèbres les restes de ce prince Saka et les soumettre aux outils de l'investigation scientifique. Je viens d'arriver sur l'os de l'épaule gauche. Donc il y a bien un Saka dans la tombe et qui avait été repoussé par les pillards et caché. Соскоб прямо вместе с почвой совсем. L'équipe ne doit rien altérer de ces fragiles ossements restés par chance à leur place d'origine. Gardez la tête froide devant le vertige de la découverte. Progressivement, le squelette émerge des profondeurs de la terre, tout entier, totalement dépouillé de son or, mais sans prix pour les chercheurs. Ici, on voit bien donc cet appui-tête qui était peut-être recouvert de tissu au départ. Oui. Et en fait, la tête n'est plus sur l'appui-tête. Oui. Soit les pillards, soit au cours de la décomposition du cadavre, on voit que le crâne a glissé. Oui. Alors, à quoi il ressemblait? On a quelques poils ici qui nous évoquent de la moustache. Donc là, on voit parfaitement le reste de natte. Alors, il s'agit d'une coiffure assez complexe, serrée dans des éléments en cuir. Bon, on va prélever ce tissu qui est là-haut. Vous mettez un petit plastique de protection. Qui était donc ce prince de l'Altaï et jusqu'où s'étendait sa renommée? Ses périples durent le mener très loin de cette vallée où il fut inhumé. La nécropole princière de la Bourtarma compte une quinzaine de sépultures. Avec ses chevaux ornés, le prince reposait dans le plus grand des kourganes. Preuve de l'importance du personnage. Le kourgan a maintenant révélé un sacrifice massif de chevaux. Les chercheurs ont dénombré 13 animaux, tous richement harnachés. Ces pendeloques tout juste déterrés évoquent la présence d'une selle. Tu as vu ici une sorte de cercle avec un œil au milieu. C'est quoi? Les chercheurs soupçonnaient l'avance considérable des cavaliers de la steppe sur leurs contemporains sédentaires en matière d'équitation, mais cette fois se révèlent les origines mêmes de l'art équestre. Il y en a d'autres qui sont rouges, je ne vois pas bien. Là et ici, c'est tout. Il s'agit probablement de l'une des plus anciennes, des premières selles trouvées au monde, c'est-à-dire de véritables selles avec des arceaux, un pommeau, un trousquin à l'avant, à l'arrière, un rembourrage, des tapis de sel, une ornementation. Si l'on s'en tient aux références écrites des sources anciennes, les selles n'apparaîtraient guère qu'avant les alentours de notre ère, c'est-à-dire beaucoup plus tard. Et dans le monde classique, par exemple, à la même époque, on n'a pas du tout de sel. On monte à cru ou avec simplement un tapis.
Donc ces améliorations du confort et de l'équitation sont dues au peuple de la steppe. Tous les soirs, les ouvriers kazakhs quittent le campement de la Bourtarma pour regagner leur village proche. Ce qu'ils ont appris aujourd'hui de leurs ancêtres nomades, peut-être le raconteront-ils tout à l'heure à leurs enfants. Domestiqué pour la première fois dans ces prairies il y a 4000 ans, le cheval occupe une place centrale dans la vie des steppes. Les Scythes ont appris à maîtriser cet animal fougueux, les poussant à explorer des territoires toujours plus lointains. Le cheval en fit aussi de redoutables guerriers, au point d'être recruté par les armées perses et grecques et d'inspirer la cavalerie chinoise. Depuis les origines du nomadisme, le cheval reste la plus belle conquête de l'homme. Il figure sur les plus anciennes représentations rupestres du Kazakhstan. Certains des pétroglyphes évoquent aussi d'étranges créatures, montées comme des chevaux mais arborant de grandes cornes à la façon des bouquetins. Ce curieux métissage trouve tout à coup dans la tombe du prince une nouvelle dimension. Attenante au crâne du cheval, cette corne postiche en bois sculptée et ornée de feuilles d'or a été retrouvée par les chercheurs. Serait-ce là le vestige d'une religion tournée vers la nature et non vers un cortège de dieux, à la manière des anciens Grecs? Il semblerait bien que nous soyons en présence de rites et d'une pensée, du passage dans l'autre monde, monde de la mort, monde surnaturel de l'au-delà, par l'intermédiaire d'un animal, mais qui devait être un animal sauvage. Et la meilleure façon d'avoir une monture sauvage, sans tenter de domestiquer ou de monter un bouquetin, un élan, etc., la meilleure façon est de rendre sauvage de façon factice, de façon rituelle, mythique, un cheval. Il serait mieux en montant là-dessus. Hein. Pas question de fouiller les carcasses gelées des chevaux sur place pour en extraire les parures. Elles risqueraient de se dégrader sous le réchauffement. Alors les scientifiques ont mis au point une nouvelle méthode de fouille, une technique appelée fouille en bloc gelé. Attention! Attention, on sort de la cale. Il leur faudra découper une quarantaine de blocs pour remonter les 13 chevaux. Identifiés, répertoriés, emballés, ils seront mis dans un camion réfrigéré pour ne pas briser la chaîne du froid. Tous les éléments de la sépulture doivent être conservés dans l'état où ils ont été trouvés. Grâce au gel, les archéologues auront le temps de faire les analyses qui répondront aux questions encore soulevées par cette tombe. Henri-Paul, il y en a deux. Deux? Deux cadavres. Mais on voit quoi du deuxième? Je sais pas. Eric, affirmatif. Il faut s'assurer qu'il y en a bien deux, c'est la première chose. Ensuite, voir de quel sexe ils sont. Voir s'ils ont été inhumés en même temps. Je pense qu'on ne verra pas encore grand-chose du deuxième. Mais la confirmation, c'est déjà quelque chose d'absolument extraordinaire. En tout cas, c'est très important. En fait, là, on a un sujet avec une jambe ici, avec une rotule ici, Oui. et une autre rotule là. Oui. Et alors là-bas, on a un autre pied, qui de toute évidence ne correspond sûrement pas au pied de ce sujet. Ensuite, on a une main qui est là-bas au-dessus de la face. Oui, oui, oui. On en a une autre là. Oui. Et on a... Il y a plus de 2000 ans, les steppes d'Asie centrale résonnaient du galop de cavaliers nomades réputés sanguinaires, les Scythes. Ni ville ni palais. Les Scythes n'ont laissé que leurs tombes, des tumulus de pierre appelés kurganes dans lesquels ils reposent avec leurs trésors. Barbares qui hantent les légendes ou orfèvres d'exception. Qui sont ces guerriers redoutés?
Quel secret cache encore le tombeau de ce mystérieux prince dont les scientifiques sont venus traquer le destin? Comment est-il mort? Quelle fut son histoire? Que vont révéler ces restes sur la saga des seigneurs de la steppe? Avant notre ère, aux confins d'un monde sédentaire, dominé par les Grecs, les Perses et les Chinois, s'étend le royaume scythe. Du Danube au fleuve Jaune, entre l'Occident et l'Orient. Aujourd'hui, les chercheurs sont partis sur les traces de cette civilisation à l'est du Kazakhstan, au pied des montagnes glacées de l'Altaï. Dans cette vallée de la Bourtarma, à 1200 mètres d'altitude, l'équipe a planté son campement, vivant à l'image des cavaliers nomades dont ils sont venus explorer la mémoire. Daniel, садись чай пить. Une quarantaine de chercheurs français, italiens et kazakhs sont mobilisés ici depuis 2 mois. Les 2 chefs de mission, Henri-Paul Francfort, chercheur au CNRS, et Zainoullah Samachev, de l'Institut d'archéologie du Kazakhstan, préparent cette expédition depuis 4 ans. Ensemble, ils ont arpenté toute la vallée avant de choisir la tombe située à l'endroit le plus froid. Pour la première fois, cette région connue des archéologues depuis plus d'1 siècle va faire l'objet d'une enquête scientifique. Tandis que les ouvriers continuent de déblayer la périphérie du Kourgan, sous leur tente, les scientifiques préparent l'ouverture du sarcophage et la rencontre, tant attendue, avec son occupant. Aujourd'hui est une journée décisive. Ensuite, alors à quel moment ça on ne sait pas, interviennent les pillards qui ouvrent dans le Kourgan, en profil, ça donne ça, élévation des murs, donc 2 autres niveaux de plan. Le pari d'Henri-Paul Francfort est que les terres gelées de l'Altaï ont conservé le corps de celui qui fut un prince, et que les pilleurs l'ont épargné. Ou volume à l'importance du Kourgan. Voilà en gros le schéma. La présence du mort est tout à fait capitale et c'est un des objectifs essentiels de toute recherche et de toute fouille de tombes gelées, dans la mesure où à l'heure actuelle, nous pouvons, grâce aux analyses en laboratoire, nous rendre compte de certaines de ces pratiques rituelles à cette époque-là. Sous le Kourgan déblayé de son toit de pierre, la terre est propice aux fouilles. Elle poursuit son dégel depuis 2 mois, mais l'été approche. Henri-Paul Francfort espère qu'il ne s'est pas trompé. Le corps, s'il est encore là, ne supporterait pas une température supérieure à 6 degrés centigrades. Il y a des traces de pillage dans la chambre et le sarcophage est éventré. Sur toute sa longueur. Protégée avec de la cellophane, la pièce de bois qui recouvre la tombe est retirée d'un seul bloc, pour ne pas abîmer sa structure d'origine. Aucun élément ne doit échapper à la collecte. Les effractions des pilleurs ont laissé l'eau s'infiltrer. Le contenu du sarcophage n'est plus qu'un monceau de boue. Sensibles à la chaleur, à l'humidité, les fragiles indices biologiques ont-ils résisté au saccage? Habitué aux fouilles de tombes, Eric, l'anthropologue, est sceptique. On ne peut pas savoir parce qu'il y a une ouverture latérale qui est très grande et qui pourrait correspondre à la sortie d'un corps. Donc c'est un des éléments un peu alarmants, dirons-nous. Et c'est vrai que vu l'ampleur du pillage, on peut se demander s'ils n'ont pas été tentés carrément de sortir le corps et de le détrousser à l'extérieur. Ici reconstitué, l'immense Kourgan de 25 mètres de diamètre protégeait la chambre funéraire creusée à 6 mètres sous la steppe. Étape après étape, les scientifiques suivent la progression des pilleurs. Dans le tumulus de pierre, les brigands ont d'abord creusé un tunnel assez large
pour éviter un éboulement. Arrivés dans la fosse elle-même, après sans doute plusieurs jours de travail, ils se sont frayés un passage entre les corps de plusieurs chevaux sacrifiés. Puis ils ont attaqué à la masse la paroi et le toit de la chambre mortuaire. La voie était enfin libre pour violer la sépulture et dépouiller le cadavre de son or. Les grands Kourganes furent la proie de pillages systématiques. Des milliers d'objets d'une inestimable valeur ont disparu. Les cavaliers scythes n'écrivaient pas. Ainsi, les récits recueillis par l'historien grec Hérodote, 4 siècles avant Jésus-Christ, sont la source principale des chercheurs aujourd'hui. Une vision parcellaire qui reflète sans doute mal la réalité des peuples nomades. En particulier celle des Sakas, une tribu scythe à laquelle appartient le prince de l'Altaï. Les Scythes ou les Sakas et les populations apparentées ont représenté en quelque sorte le modèle de l'étranger, de l'autre, celui qui ne vivait pas comme eux, qui ne vivait pas comme nous, c'est-à-dire qui était censé ne pas posséder de maison, ne pas posséder de terre, qui élevait des animaux mais ne pratiquait pas l'agriculture et dont les mœurs étaient considérées comme d'une barbarie extrême. L'enquête de l'Altaï vise à établir des faits, non des légendes. Dans ce Kourgane, les chercheurs espèrent trouver des pièces qui manquent au puzzle inachevé de la culture scythe. Sous la direction d'Éric, la fouille du sarcophage a commencé. Donc là, on a de l'écorce, ici on a du bois. Au bruit du pinceau, on les reconnaît. Ce sont soit des cheveux, soit de la crinière de cheval. Comme ça, il n'est pas du tout évident de faire la différence quand c'est très abîmé. Les traces tangibles d'une présence faite de chair et d'os se multiplient. Ça, c'est un magma de tissu, feutre, poil, d'alliage cuivreux. Qu'est-ce que ça J'ai l'impression que c'est toutes les enveloppes qui entouraient le corps qui ont été ouvertes, arrachées et poussées. C'est pour ça que c'est plaqué au fond. Ce jour-là, pourtant, à un soleil sans voile succèdent soudain les nuages, le vent et la pluie. La météo de juin dans l'Altaï est capricieuse. Ce n'est certes pas le premier orage en 2000 ans, mais celui-ci s'abat sur une tombe gelée aux entrailles désormais exposées au ciel et au vent. Ce que le gel a conservé pendant plus de 20 siècles, l'humidité et la chaleur pourraient le détruire rapidement. Si la température monte, la chair des chevaux va se décomposer et dégager une odeur putride. Les restes des animaux sont là, cachés sous un drap d'écorce de bouleau, entassés, déformés, mêlés en une funèbre communion. Jorge, le restaurateur, ose à peine y croire. Des objets uniques, vestiges de l'art Saka, miraculeusement conservés par la terre gelée de l'Altaï. Oui, on dirait qu'il y a quelque chose dans la bouche, je sais pas. C'est en 2 fragments. Ça, c'est très fragile, hein. C'est comme de l'éponge. Voilà, et normalement ça doit recoller. Hein. On va... Voilà, c'est ça. Certains des objets ont même conservé la feuille d'or qui le recouvrait à l'origine. Vas-y. C'est une série de pendeloques qui sont autour d'un crâne d'un cheval. C'est des petits félins dorés. Et on voit bien la peau du cheval. Hein. C'est un cheval avec des poils beiges.
Visiblement, cette partie de la tombe a échappé au pillard. Les pièces sont intactes, encore en place sur les corps. Quand l'équipe réalise l'ampleur de sa découverte, la nuit est presque tombée. Je sais pas s'il fait partie de l'objet, mais... Non, c'est vraiment... C'est complètement... Les objets qui devaient orner les harnachements des chevaux lors de leur immolation commencent à révéler la scène qui s'est jouée ici, il y a plus de 2000 ans. Voilà. Ah bah là, ça se décolle. Ouais, c'était cassé. Voilà, ça se décolle. La fouille se prolongera tard dans la nuit, car les pièces craignent l'air libre et doivent être prélevées immédiatement. Voilà. C'est parfait. Parfait. Gros soupir, Mr. Cream. Voilà. Il faut concilier les impératifs de la biologie avec les lenteurs de l'archéologie. La vie des chercheurs se partage entre le campement, la tombe et le ciel, à la manière des nomades de jadis. S'éveiller au trot des chevaux qui tous les matins ramènent les ouvriers au chantier. Se fondre chaque jour davantage dans la beauté de la steppe et la quête de la vérité. « 7 heures du matin, le soleil de juin est déjà haut. Tandis que se poursuit la fouille, les restaurateurs doivent consigner chaque élément qui sera étudié plus tard en laboratoire, dessiner les objets prélevés la veille. De la qualité des travaux sur place dépendra celle des analyses ultérieures. Déjà, de cette observation renaît tout le talent d'artiste des Sakas, loin du bruit et de la fureur de leur légendaire barbarie. Le nettoyage des pièces montre un univers complexe, d'une grande finesse, peuplé de figures étranges. Les chercheurs découvrent un sens au harnachement des chevaux qui se recompose ici sur la table de restauration. Le harnachement des chevaux est quelque chose d'absolument essentiel pour la compréhension de ces sociétés, de leur fonctionnement, de leur structure. En effet, c'était des éleveurs de chevaux, des cavaliers émérites, c'est parfaitement connu. Les Scythes et les Sakas étaient des peuples cavaliers, de grands éleveurs de chevaux. Les harnachements des chevaux que nous trouvons, comme dans la plupart des régions de l'Altaï, sont des harnachements très très riches. Les selles étaient brodées, des guirlandes de pendeloques en bois soigneusement sculptées et dorées ornaient toutes les brides, les croupières, etc. Et nous pourrons, grâce à l'étude ensuite en laboratoire et grâce à la disposition de ces éléments de harnachement, reconstituer ce que l'on voit déjà apparaître, ce que l'on soupçonne, c'est-à-dire des thématiques pour chaque cheval. Attends, prends le toy. On a un styron. Le sarcophage, lui, il n'a toujours rien révélé sinon cette grosse planche tombée du toit de la chambre funéraire et qui témoigne de la violence du pillage. Eric espère encore trouver un corps dans cet amas de boue séchée. Sortir des ténèbres les restes de ce prince Saka et les soumettre aux outils de l'investigation scientifique. Je viens d'arriver sur l'os de l'épaule gauche. Donc il y a bien un Saka dans la tombe et qui avait été repoussé par les pillards et caché. Соскоб прямо вместе с почвой совсем. L'équipe ne doit rien altérer de ces fragiles ossements restés par chance à leur place d'origine. Gardez la tête froide devant le vertige de la découverte. Progressivement, le squelette émerge des profondeurs de la terre, tout entier, totalement dépouillé de son or, mais sans prix pour les chercheurs.
Ici, on voit bien donc cet appui-tête qui était peut-être recouvert de tissu au départ. Oui, oui, oui. Et en fait, la tête n'est plus sur l'appui-tête. Oui. Soit les pillards, soit au cours de la décomposition du cadavre, on voit que le crâne a glissé. Oui, oui, oui. Alors, à quoi il ressemblait? On a quelques poils ici qui nous évoquent de la moustache. Donc là, on voit parfaitement le reste de natte. Alors, il s'agit d'une coiffure assez complexe, serrée dans des éléments en cuir. Bon, on va prélever ce tissu qui est là-haut. Vous mettez un petit plastique de protection. Qui était donc ce prince de l'Altaï et jusqu'où s'étendait sa renommée? Ses périples durent le mener très loin de cette vallée où il fut inhumé. La nécropole princière de la Bourtarma compte une quinzaine de sépultures. Avec ses chevaux ornés, le prince reposait dans le plus grand des kourganes. Preuve de l'importance du personnage. Le kourgan a maintenant révélé un sacrifice massif de chevaux. Les chercheurs ont dénombré 13 animaux, tous richement harnachés. Ces pendeloques tout juste déterrés évoquent la présence d'une selle. Tu as vu ici une sorte de cercle avec un œil au milieu. C'est quoi? Les chercheurs soupçonnaient l'avance considérable des cavaliers de la steppe sur leurs contemporains sédentaires en matière d'équitation, mais cette fois se révèlent les origines mêmes de l'art équestre. Il y en a d'autres qui sont rouges, je vois pas bien. Là et ici, c'est tout. Il s'agit probablement de l'une des plus anciennes, des premières selles trouvées au monde, c'est-à-dire de véritables selles avec des arceaux, un pommeau, un trousquin à l'avant, à l'arrière, un rembourrage, des tapis de sel, une ornementation. Si l'on s'en tient aux références écrites des sources anciennes, les selles n'apparaîtraient guère qu'avant les alentours de notre ère, c'est-à-dire beaucoup plus tard. Et dans le monde classique, par exemple, à la même époque, on n'a pas du tout de selle. On monte à cru ou avec simplement un tapis. Donc ces améliorations du confort et de l'équitation sont dues au peuple de la steppe. Tous les soirs, les ouvriers kazakhs quittent le campement de la Bourtarma pour regagner leur village proche. Ce qu'ils ont appris aujourd'hui de leurs ancêtres nomades, peut-être le raconteront-ils tout à l'heure à leurs enfants. Domestiqué pour la première fois dans ces prairies il y a 4000 ans, le cheval occupe une place centrale dans la vie des steppes. Les Scythes ont appris à maîtriser cet animal fougueux, les poussant à explorer des territoires toujours plus lointains. Le cheval en fit aussi de redoutables guerriers, au point d'être recruté par les armées perses et grecques et d'inspirer la cavalerie chinoise. Depuis les origines du nomadisme, le cheval reste la plus belle conquête de l'homme. Il figure sur les plus anciennes représentations rupestres du Kazakhstan. Certains des pétroglyphes évoquent aussi d'étranges créatures, montées comme des chevaux mais arborant de grandes cornes à la façon des bouquetins. Ce curieux métissage trouve tout à coup dans la tombe du prince une nouvelle dimension. Attenant au crâne du cheval, cette corne postiche en bois sculptée et ornée de feuilles d'or a été retrouvée par les chercheurs. Serait-ce là le vestige d'une religion tournée vers la nature et non vers un cortège de dieux, à la manière des anciens Grecs? Il semblerait bien que nous soyons en présence de rites et d'une pensée, du passage dans l'autre monde, monde de la mort, monde surnaturel de l'au-delà, par l'intermédiaire d'un animal, mais qui devait être un animal sauvage. Et la meilleure façon d'avoir une monture sauvage, sans tenter de domestiquer ou de monter un bouquetin, un élan, etc., la meilleure façon est de rendre sauvage de façon factice, de façon rituelle, mythique, un cheval. Il serait mieux en montant là-dessus. Hein. Pas question de fouiller les carcasses gelées des chevaux sur place pour en extraire les parures. Elles risqueraient de se dégrader sous le réchauffement.
Alors les scientifiques ont mis au point une nouvelle méthode de fouille, une technique appelée fouille en bloc gelé. Attention, on sort de la cale. Il leur faudra découper une quarantaine de blocs pour remonter les 13 chevaux. Identifiés, répertoriés, emballés, ils seront mis dans un camion réfrigéré pour ne pas briser la chaîne du froid. Tous les éléments de la sépulture doivent être conservés dans l'état où ils ont été trouvés. Grâce au gel, les archéologues auront le temps de faire les analyses qui répondront aux questions encore soulevées par cette tombe. Henri-Paul, il y en a deux. Deux? Deux cadavres. Mais on voit quoi du deuxième? Je sais pas. Eric est affirmatif. Il faut s'assurer qu'il y en a bien deux, c'est la première chose. Ensuite, voir de quel sexe ils sont. Voir s'ils ont été inhumés en même temps. Je pense qu'on ne verra pas encore grand-chose du deuxième. Mais la confirmation, c'est déjà quelque chose d'absolument extraordinaire. En tout cas, c'est très important. En fait, là, on a un sujet avec une jambe ici, avec une rotule ici, Oui, et une autre rotule là. oui. Et alors là-bas, on a un autre pied, qui de toute évidence ne correspond sûrement pas au pied de ce sujet. Ensuite, on a une main qui est là-bas au-dessus de la face. Oui, oui, On en a une autre là, oui. et on en a une autre qui apparaît dans ce secteur. Il semble bien qu'on ait un cadavre là-bas, Repoussé. et un autre peut-être sur le côté ici. Pour l'instant, c'est ce qui semble le plus probable, c'est tu sais pas aussi. Donc on avance un peu à tâtons. Oui, quoi. oui, oui. Le scénario sera plus complexe. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a au départ? Bon, enfin. Les chercheurs connaissent déjà cette pratique funéraire de double inhumation. Mais que signifie celle-ci? En fait, j'ai loupé, je pense. Donc l'autre, il est là. En observant la position des deux squelettes et les couches de terre qui les séparent, Eric remonte la chronologie des événements. Le deuxième corps a été inhumé après le pillage. Son squelette est très abîmé. Mais l'examen du bassin révèle qu'il s'agit d'une femme. Un autre kurgan de l'Altaï, découvert en 1992, contenait lui aussi les restes d'une femme. Elle était tatouée comme les vieux chefs scythes décrits par Hérodote, signe d'un statut beaucoup plus important que celui des princesses sédentaires cloîtrées dans leur palais. Guerrière, prêtresse, reine, qui est cette intruse venue rejoindre le prince pour un éternel sommeil? Le prince, lui, plutôt bien préservé, sera étudié en laboratoire. Les chercheurs pensent n'avoir laissé aucun vestige. Dans le convoi réfrigéré, ils emporteront leurs fragiles indices pour un ultime voyage, loin des terres de l'Altaï. La seconde étape de la mission permettra d'analyser les restes des chevaux harnachés, du prince et de la mystérieuse inconnue. Le froid et les brumes se seront alors emparés du paysage, dressant le décor d'un monde peuplé de griffons et de chevaux cornus. Un monde qui inspira aux Grecs leur légende. Ulysse cherchant les portes de l'enfer, ou Jason poursuivant la toison d'or d'un bélier volant escorté de dragons. Quelques 2000 ans après, un silence blanc posé sur la steppe, le destin d'un prince va guider les scientifiques sur les traces de son histoire. Une partie de l'enquête doit se poursuivre dans les faubourgs d'Almaty, la capitale du Kazakhstan, dans un des laboratoires de l'Institut national d'archéologie. Le lieu est assez grand pour accueillir toute l'équipe. Et il a été spécialement aménagé pour conserver et étudier les vestiges ramenés de l'Altaï l'été dernier. Sébastien est archéozoologue.
Depuis une semaine, ils tentent de démêler les restes des animaux éparpillés entre les blocs gelés découpés dans la tombe. Cette tête d'os, ça, c'est ce qui venait là. Ça, c'est ce qui venait là. Vous avez vu, d'ailleurs, on voit les vertèbres qui sont décalées. Donc en fait, on est sur le côté. Ce bloc, par exemple, contient les morceaux de plusieurs chevaux. Il faut que chacun soit identifié avant de pouvoir prélever les éléments de leur parure. Mais la particularité de celui-là, c'est que le front vient aussi ici. Voilà. Donc en fait, ils sont front à front. Oui, d'où la difficulté. Donc, méfiance. À partir de ce puzzle d'ossements, de chair et d'objets, les scientifiques espèrent reconstituer l'organisation globale de la fosse aux chevaux. Ici, il y en a 2. L'heure est à l'étude des animaux eux-mêmes, en particulier de leurs dentitions qui ont fixé l'état biologique des chevaux au moment de leur décès. Après avoir prélevé chaque partie du squelette, nettoyé, examiné et classé les os un à un, les chercheurs peuvent maintenant comparer certains de leurs caractères morphologiques. Patiemment, Sébastien accumule les preuves sur l'aspect des chevaux avant leur sacrifice. Peu à peu, il parvient à dresser une sorte de portrait robot des animaux. Globalement, on sait qu'il s'agit d'animaux d'environ 1m35, 1m40 en garrot, c'est-à-dire très, très proche de ce qu'on a actuellement dans la steppe du nord du Kazakhstan. La totalité des animaux sont des mâles, il s'agit des talons. Et puis, d'autres indices nous montrent aussi, nous permettent de saisir qu'il s'agit de vieux animaux. Les dents et l'analyse de leur usure indiquent clairement qu'il s'agit d'animaux entre 16 et 20 ans. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, puisque croisé au sexe et à la taille, on peut avoir une idée très précise des choix qui ont régi l'abattage des bêtes. Les squelettes des chevaux révéleront qu'ils avaient été montés toute leur vie. Les Sakas choisissaient donc de sacrifier des animaux devenus inutiles, même en l'honneur d'un prince. Importance des chevaux dans l'économie de la steppe et souci de gestion d'un peuple, le constat scientifique est clair. Donc au moment de la cérémonie funéraire, on les abat par un coup qu'on leur donne sur la tête, un coup porté sur le frontal, avec un outil qui est très connu, qui est une espèce de pic, qui fracture l'os et qui abat l'animal sur le cou. Ce que les spécialistes commencent à découvrir, les pétroglyphes du Kazakhstan le racontent depuis des millénaires. Au laboratoire, le moment est venu de découvrir la dépouille princière. Les chercheurs kazakhs sont en nombre pour l'observer, l'étudier et en prélever quelques échantillons. Pour eux, ce personnage est bien plus qu'un sujet d'étude. Il est leur ancêtre, un fondement de leur identité. Un Saka, contemporain de l'homme d'or. L'homme d'or est une figure nationale du Kazakhstan. Pour cette jeune nation, il est un héros de l'Antiquité. Ce guerrier portait un fabuleux costume décoré de centaines d'objets en or sculptés et dont les thèmes illustrent la richesse de l'art animalier des steppes. Il a été découvert en 1971 près d'Almaty, l'actuelle capitale kazakh, très loin de l'Altaï princier. En comparant les découvertes d'un endroit à l'autre de la steppe, les scientifiques veulent évaluer le rayonnement des peuples scythes.
Étrange vision cependant que celle d'une civilisation qui renaît à travers ses morts. Que va révéler l'autopsie du corps sur la vie des Saka et sur leur rituel funéraire? Ah, regarde, ici. You can take this part of feather. Yes, yes, we can. Bon, ça, qu'est-ce que c'est? Extract-là? Tels des médecins légistes au chevet d'une mort suspecte, les chercheurs vont tenter de faire parler un sujet décédé il y a plus de 20 siècles en examinant chaque élément de son squelette. Hop. Je t'écoute. On voit que là, c'est incisé au niveau du larynx, mais ça, il faut penser que c'était remonté. Donc ça veut dire que quand ça s'est passé, la tête était comme ça. Et donc c'est parti comme ça, au fond de la gorge. Puis là, ils ont remonté. Donc c'est ouvert là. Et là, c'est fracturé. Parce qu'ils appuyaient en même temps sur le sternum, comme ça. On aurait là une trace nouvelle, donc, une pratique d'ouverture pour l'embaumement. Ah oui, parce que là, on a une ouverture totale. Donc ça peut pas être un coup, parce qu'un coup, on imagine mal un coup qui part comme ça, très profond, et qui descende jusque-là. À un De moment, cette manière-là. Oui. sur un sujet vivant, il va se reculer en même temps. Oui, oui, oui. Mais les chercheurs mettront plusieurs jours pour comprendre les détails précis du rituel. Nous nous sommes aperçus que sur tous les os, il y avait de fines stries, qu'on appelle des stries de décarnisation. Et en fait, ces stries démontrent que non seulement le thorax du sujet a été ouvert, et son abdomen aussi, et que tous les organes ont été retirés, mais qu'en plus, la plupart de ses muscles lui ont été retirés avec certainement un couteau très fin. D'autres stries au niveau des os de la main nous montrent que la peau avait été enlevée. Et il est possible que la peau ait été recousue après. Et nous avons retrouvé effectivement 3 morceaux de ficelle assez fines de part et d'autre de la colonne vertébrale. Déjà observé sur des momies de l'Altaï, le décharnement est une méthode de conservation du corps. Hérodote raconte dans ses histoires comment la dépouille d'un roi scythe est promenée et exhibée d'une tribu à l'autre pendant des mois avant d'être inhumée. Examen du bloc gelé numéro 9 de la fosse aux chevaux. Un amas hétérogène de vestiges d'animaux et de morceaux de parure enfouis dans la chair comme des pépites. Bravo. L'extraction de ces objets exige une délicatesse sans faille. Une pression mal contrôlée des doigts et les pièces de bois pourraient se désagréger. La disposition initiale de chacune des pièces qui formaient la parure des chevaux est soigneusement consignée. Tout comme la position des feuilles d'or qui en épousaient les motifs et qu'il faudra aussi remettre en place sur les parures. Pour ce seul bloc numéro 9, les